Hubert Gonnet, aussi improbable que cela puisse paraître, est d'un côté l'enfant inconnu de la littérature de l'agression, tel que théorisé par Gaston Bachelard ou Pierre Klossowski, et de l'autre côté, celui de la littérature formelle. À gauche, ses aïeux sont le marquis de Sade, le comte de Lautréamont et Antonin Artaud. À droite, ils sont James Joyce, Franz Kafka et les nouveaux romanciers. Rejetons 10 formes partagées entre la frénésie de la métamorphose et l'impure contamination des mots avec les autres, pour détourner la phrase de Pascal Quignard, ivre et vorace, bon grain rabougri, flamboyant appel aux tripes du style, et infatigable tentative de reconstruction architecturale. Pourquoi avons-nous oublié Hubert Gonnet ? Pourquoi avons-nous oublié celui qui, quelques pages avant la fin de son roman Voyage au Stromland, écrivait, je cite, « Dans le noir du tunnel, je lutte pied à pied, mais je suis incapable d'avancer. Le roman, ou ce qui pour moi en tient lieu, a toujours été dans mon œuvre l'expression d'un combat de plus en plus infime d'ailleurs, je dois l'avouer, à mon grand regret. Vous vous en seriez aperçu si vous aviez pris la peine de me lire attentivement, et surtout de comparer mes différents ouvrages, pour avoir une vue d'ensemble, ce que personne semble-t-il n'a encore jugé utile de faire, pour découvrir l'étroite connexion qui les relie entre eux, toute cette mythologie personnelle d'ours et d'éléphants, d'hippopotames et de vautours, où reviennent à chaque carrefour les mêmes personnages, portant les mêmes obsessionnels prénoms, souvent d'ailleurs légèrement décalés, ce qui fait que l'Agnès Oulive d'un livre n'est pas exactement l'Agnès Oulive d'un autre. Mais de cela, peut-être, on ne pourra parfaitement juger que lorsque tous mes manuscrits inédits seront publiés. Si cela arrive un jour, ce dont je doute. L'écho de cet appel, longtemps aura erré se diluant dans les contrées blafardes de la recherche littéraire, pour une grande part bien trop avide des auteurs statufiés, et depuis longtemps vidés de leur substance. Mais voilà qu'un jour, tombe entre mes mains le 2e numéro de la revue des Lettres Nouvelles, paru en 1953, de Maurice Nadeau. Et voilà que je découvre ce nom, Hubert Gonnet. L'appel n'aura pas été vain. J'en perçois l'ultime et noire résonance. Voilà un acouphène de plus qui résonne bien plus bas que les autres, dans les marais fétides de nos viscères, là où le sens commun se noie, là où ne reste qu'une poésie proprement infernale. Alors je décide de relever le défi. Nous perdons la trace d'Hubert Gonnet en 1969. 16 années d'écriture, puis à 45 ans, le silence total. Nous perdons la trace d'Hubert Gonnet en 1969. Nous la retrouvons en 2023, ainsi que des inédits. Nous la retrouvons, comme Philippe Soupeau retrouva, un demi-siècle plus tard, la trace des champs de Maldoror. Oublieuse postérité, épisode 16, vers un nouveau Maldoror. D'Hubert Gonnet, nous ne savons rien. À vrai dire, son existence est une véritable énigme. Il naît en 1924. Il publie son premier roman, Karl, chez Julliard, en 1953, dans la collection Les Lettres Nouvelles. Il en est même le premier auteur publié. On fait une recension du roman dans le 8e numéro de la revue de Maurice Nadeau. On peut y lire, sous la plume d'un certain Jean Chomely, « Quelle que soit son importance, le sujet de Karl n'est pas le principal souci d'Hubert Gonnet. On pourrait même dire que le récit est extérieur à l'ouvrage, qu'il constitue une sorte d'hypothèse de travail permettant à l'auteur d'explorer jusqu'aux limites du possible le seul domaine qui vraiment l'intéresse, celui du style. » Un peu plus loin, le critique s'explique.
Ces masses verbales, semblables aux taches de couleur en peinture, l'auteur les équilibre, les confronte, les organise suivant un rythme prémédité. Une série de monologues alternés, de plus en plus courts, nous mène de façon haletante au point culminant de l'action pour nous conduire, décrescendo, vers le dénouement. Sous ces dehors désordonnés, Karl est un roman minutieusement construit selon des règles inhabituelles. Que nous disent donc ces 2 paragraphes extraits d'un billet long de 2 pages ? Travail autour du style d'un côté, véritable sujet du texte, et minutie de la forme de l'autre, selon de plus des règles inhabituelles, pour reprendre les mots de Chomly. Rappelons que nous sommes au premier semestre 1953. Samuel Beckett a déjà achevé sa trilogie avec L'Innommable, certes, mais ni Tropisme de Nathalie Sarraute, ni La modification de Butor, ni La jalousie de Rob Grillet, ni la mise en scène de Claude Ollier, ni Le vent de Claude Simon n'ont encore vu le jour. Bref, le nouveau roman n'existe pas encore. Pourtant, à bien des égards, Hubert Gonnet pourrait faire figure de précurseur de la fausse école. Il a le démon de la composition dans le sang. Il l'a même avec de l'avance. Dans Faire le Jacques, paru en 1961 chez Plon, ne met-il pas en scène la vie d'un immeuble, étage par étage, chapitre par chapitre ? Oui. C'est la vie mode d'emploi de Georges Perec, presque 2 décennies en avance. Dans le roman de Gonnet, l'on suit la sinistre existence des 7 hommes qui sont tous ou presque les amants de Moon, celle qui habite le 7e ciel, ou pardon, plutôt l'anonyme 8e étage. Nulle histoire de tableau, nulle contrainte cavalière ou oulipienne, mais la lente putréfaction du désir et de la raison, c'est-à-dire de la chair et de l'esprit, ce qui deviendra le thème principal de l'œuvre de Gonnet. Nous y reviendrons. À propos de Perec, l'on sait bien sûr qu'il côtoya Maurice Nadeau, le premier éditeur d'Hubert Gonnet, éditeur qu'il rencontra en 1956, dont il écrira pour lui quelques critiques et qui publiera en 1965 son premier roman, Les Choses. Eh bien, je n'ai pourtant trouvé nulle mention de Faire le Jacques ou d'Hubert Gonnet dans les écrits de Perec. Nul hommage, nulle référence. Pourtant, il semble bien difficile, ayant été publié par la même personne, Maurice Nadeau, que Georges Perec n'eût pas connu, au moins de loin, le travail d'Hubert Gonnet. Alors, à ce que l'on a coutume de dire, à savoir qu'un auteur de grande valeur convoque aussitôt dans le sillage de ses textes une multitude d'écrits l'ayant précédé, force est de constater que Gonnet convoque, pour ne pas dire crée, au moins en partie, et peut-être à son insu, le roman le plus connu du célèbre membre de l'Oulipo. Mais ce démon de la composition ne manie pas la plume pour une unique prestation. Dans son roman suivant, de 1963, intitulé Un chasseur français, roman épistolaire entre Yves, le fameux prénom, et Jacqueline, qui rappelle d'ailleurs tous les personnages prénommés Jacques dans le roman précédent, Hubert Gonnet laisse au lecteur le choix de composer la fin qui lui sied, en lui proposant 6 manières de conclure l'ouvrage. Nouvelle incursion du cynisme dans la forme, nouvelle domination de la chair sur l'esprit, à moins que ce ne soit le contraire. Tout ici rappelle les fameux livres dont vous êtes le héros, le roman de John Perkins, d'Henry Thomas, qui proposait 2 fins, dont l'une nous faisait aussi remonter le cours du roman pour bifurquer à l'aune d'une réaction différente du protagoniste, ou encore les ouvrages circulaires du nouveau roman, qui se passent de fins ostensibles, comme la mise en scène de Claude Ollier. Puis en 1966 vient le grand scandale. En 1967, l'exécution. En 1969, un voyage au Stromland. Ces romans qui vont se radicalisant, ces romans qui précipitent dans l'abîme l'œuvre d'Hubert Gonnet. Car plus les années passent,
plus le style de l'auteur devient violent, lyrique et effrayant. Arrêtons-nous un instant sur son écriture. Contrairement au nouveau romancier, dans un large hommage à Yves Gandon, Hubert Gonnet n'est pas qu'un démon de la composition. Il est aussi celui du style. Une enivrante poésie. La prose lyrique d'Hubert Gonnet est douée d'un rare pouvoir d'envoûtement, écrit Alain Bosquet dans Combat. L'inspiration ample et sincère, l'invention psychologique, les dons éparses du style apparaissent comme de vraies promesses, écrit Jean Blanza dans le Figaro littéraire. Ainsi donc, le formaliste aurait hérité à la fois d'un talent d'ordonnateur et de tailleur. Diamant de la phrase et diamant de la forme. Aurions-nous là une sorte d'écrivain ultime des années 50 et 60 ? À la fois héritier sensible des romantiques ou plus généralement des grands romanciers du XIXe siècle, et laborantin de l'architecture ? Aurions-nous là un hussard sans prétention ? Un laborieux travailleur plutôt qu'un impertinent bourgeois ? Oh, il est certain qu'il n'a pas l'aisance mordante d'un Roger Nimier, mais il a la bile étouffante des grands poètes du siècle, de T.S. Eliot à Roger Gilbert Lecomte. De la langue brutale de Gonnet s'échappent d'étranges exhalaisons. Non pas celles immédiates qui servent le sujet du roman en cours, qui brossent un portrait, qui dressent un tableau, qui plantent une atmosphère. Non. Celles médianes, voire lointaines, qui s'interrogent sur la condition de l'homme, et notamment sur la redoutable et contradictoire puissance d'un homme au bord du précipice. Hubert Gonnet fut toujours lyrique. Mais les années vont transformer peu à peu sa langue. Aux images de la nature, aux questionnements moraux proches du roman psychologique, vont bientôt s'ajouter les vicissitudes du corps, les envolées désabusées du héros condamné. L'œuvre d'Hubert Gonnet a grandement évolué avec les années, se ratatinant, dévorant la lumière, meurtrissant ses personnages, allant sans doute possible vers le naufrage funeste de notre humanité. Lyrisme, fougue, métaphores et hypalages, rupture de rythmes et oraisons, tout cela perdure, mais frappé du sceau démoniaque de l'irrémédiable, à savoir celui de la double déchéance, du corps et de l'âme. Pour tenter modestement d'expliquer la récurrence de ces sous-thèmes dans les écrits du romancier, l'éditeur Buchet-Chastel nous donne quelques précieuses informations, les seules que j'ai pu trouver selon les canaux traditionnels. Je cite : « Tout picard qu'il est, comme Petit Jean, Hubert Gonnet n'est pas un bon apôtre. Il ferait plutôt partie de ces malpensants que tout dans la société actuelle, dans la condition qu'elle fait à l'homme, révolte. C'est pourquoi depuis l'enfance, depuis l'époque de la Résistance, il a toujours mené une vie quelque peu en marge, préférant, avec tout ce que cela comporte de doutes et de souffrances, une demi-misère à l'intégration dans l'engrenage social qui ne lui eût pas laissé le temps de se choisir. » Ces mots, qui sont bien plus de l'auteur je le crois que de l'éditeur, résument bien l'agressivité que l'on retrouve dans ses écrits, et qui est sans doute à la source des déflagrations stylistiques, mais aussi métaphysiques, qui emporteront les trois admirables derniers romans que sont Le Grand Scandale, L'Exécution et Voyage au Stromland de 1969, contrée et année où nous perdons la trace d'Hubert Gonnet, 16 ans après la parution de son premier roman. 16 ans. C'est donc la durée de vie littéraire d'Hubert Gonnet. Cela pourrait être bien long si le contenu avait été à hauteur de boue, mais celui de l'auteur est bien à hauteur d'homme. Et si nous faisons la distinction, Hubert Gonnet l'abolit dès les premières pages du roman Le Grand Scandale, publié en 1966. Je cite : « Je n'arrive pas à me reprendre. Je ne puis m'éloigner. Quel lien encore m'attache au mal qui m'empêche de m'en aller ? Mes pieds ont pris racine dans la boue du sol,
et je ne puis les en arracher. Ce mal que j'ai tué, c'était une partie de moi. Une partie dont je ne puis plus me passer. Humanité et fange, quelle différence, puisqu'à l'aune du mal ils sont unis. D'ailleurs, qu'est-ce que la boue sinon de l'argile mouillée ? Qu'est-ce sinon la matière de Dieu, infectée de toutes ses sanies, auréolée de suppuration, bénie de piorée ? Oh, nous verrons bien vite que la boue est l'église des personnages du Bergonnet. Ces personnages qui ne tiennent debout, qui s'effondrent sous leur propre poids, lourds qu'ils sont de remords, de déceptions, de blessures, nous verrons bien vite qu'ils communient à ras de sol, qu'à la première lueur de l'aube, ils ne seront pas ravis, ne s'élèveront pas, évaporés d'eux-mêmes grâce au peu de chaleur du ciel, mais bien qu'ils se figeront, qu'ils durciront, qu'ils persévéreront dans leurs fautes, leurs péchés ou leurs crimes, gargouilles de vase, anges des marécages. Tous ces personnages sont allés trop loin sur le chemin inversé de Damas. Ce n'est pas en la lumière le Christ qui apparaît à Paul, mais en l'obscurité une vision démoniaque qui éblouit ses apôtres aveugles. Soudain ils tombent, mais personne ne les sauve, personne ne les soigne. Ils ne retrouvent pas la vue, ils n'habitent plus qu'en eux, dans la chapelle ardente de leur bonté. On a scellé le tombeau, étouffé la lumière. Dans leur longue agonie, de plus en plus familiers du mal, ils abandonneront bientôt tout lien avec le monde. Ils ne peuvent plus se pardonner, et ne pouvant plus s'enivrer d'une absolution fallacieuse, ne pouvant même plus se mentir à eux-mêmes, ils devront se détruire. Mais pas sans emporter avec eux d'autres hommes, d'autres femmes, d'autres créatures boueuses qui, innocentes, coupables, méritent la mort. L'épigraphe du roman L'Exécution de 1967 est à cet égard bien édifiant. Je me désespère à songer que je puis partir de ce monde sans le briser. Phrase attribuée à l'écrivain argentin Manuel Gálvez. C'est sans nul doute dans Le Grand Scandale que l'on retrouve le plus cette prosodie religieuse. Que raconte le roman ? Une sombre affaire, nous pouvons le dire. Celle du curé d'Uruf, Guy noyé. Une histoire vraie. Un curé de 36 ans tuant sa maîtresse de 19 ans en 1956. Un curé ouvrant ensuite le ventre de la victime à l'aide de son canif pour y sortir son propre enfant et le défigurer pour qu'on ne reconnaisse pas en l'enfant son père. Un curé que l'on traque sur une page et qui se confesse sur l'autre. Comment cela ? Eh bien, Le Grand Scandale est une nouvelle tentative formelle dans l'air du temps. Sur la page de gauche nous est contée l'histoire à la 3e personne, l'histoire du meurtre, l'histoire de la recherche du corps, l'histoire de la traque, l'interrogatoire, la reconstitution des faits. Et sur la page de droite, nous voilà enfermés dans une focalisation interne, celle du curé, qui évoque les faits, qui évoque ses états d'âme et tente de comprendre son acte. C'est à gauche l'écoulement somme toute naturel du temps, et à droite une sorte de chemin de croix, une sorte d'évangile abîmé, de prison qui enferme le curé. Cette prison que j'évoquais un peu plus tôt à propos des personnages de Gonnet, enfermés en eux-mêmes, lancés vers l'accomplissement fou d'une destinée funèbre, satrape d'un royaume pourri qui veut contaminer le monde extérieur, le monde de chair. Chair. Voilà la frénésie suprême de ce roman. Voilà peut-être la frénésie de l'œuvre du Bergonnet. Ce qui peut paraître bien étrange puisque j'évoque depuis un moment le repli du protagoniste en lui-même, sa putréfaction morale, la noirceur de son âme plus que de son corps. Justement. Dans Le Grand Scandale, la page de gauche est celle de chair, et la page de droite est celle de l'esprit. Et lecteurs, nous sommes balancés, rythmiquement, d'un côté à un autre, puisque la lecture doit se faire page après page.
Infusés des prières que lance le curé à Dieu, nous voilà d'un coup projetés contre le sang des victimes. Meurtris par une culpabilité que le curé ne peut s'avouer, nous voilà soudain rejetés vers un interrogatoire mené par un juge qui s'ouvre à l'empathie. L'aller-retour constant entre les deux narrations et entre les deux aspects de l'homme est à la fois une merveille d'inventivité et une horreur psychologique. Nous voudrions être témoins, nous voilà complices. Nous voudrions être procureurs, nous voilà avocats. Rien ne résiste jamais à l'esprit que la chair hypnotise. Il faut bien comprendre que l'auteur est obsédé par le corps, qu'il soit seulement matière ou qu'il soit matière à action, et notamment au sexe. Il est peu ou prou évoqué dans tous les romans jusqu'à l'ultime crudité de Voyage au Stromland. Dans Le Grand Scandale, le curé mis en scène, comme Guy Desnoyers, est un esclave du sexe. Prêtre qui essaime, prêtre qui reçoit dans son prétoire des serments charnels, prêtre qui fait jouer la rivalité entre communiantes, prêtre qui ne voit dans toute matière que l'invisible fente où jaillira son plaisir coupable. Il y a là le prosaïsme le plus banal, le plus commode peut-être. Pourtant, jamais Hubert Gonnet ne cède à la facilité. Ce point de départ, il le transforme. De la chair, il fait un sacerdoce. Du sexe, il fera un combat intérieur d'une intensité rare en littérature, dans le sillage de ceux des personnages de Georges Bernanos ou de Julien Green. La chair est boue. La chair est sang. Comme dans les exercices de Denisant. Et ce sang n'est rien d'autre que la cascade de chair par laquelle l'esprit s'échappe, s'assèche, se recroqueville sur lui-même. Le curé de Gonnet sait qu'il a tué. Mais pour lui, ce n'est pas un crime, bien au contraire. Il a sauvé sa maîtresse. Il lui a offert le paradis en la tuant. Elle qui ne voulait pas abandonner l'enfant. La lutte que mène le prêtre contre lui-même, et surtout contre sa vocation, devient proprement homérique au fil des pages. Bien sûr, elle n'est pas exempte de redites, de longueur ou de perte momentanée de tension, mais il faut bien admettre que le tour de force que se proposait d'atteindre Hubert Gonnet ne sera pas vain. Contre le gré du lecteur, sans doute, peu à peu, le curé cesse d'être le bourreau pour devenir la victime, et c'est avec honte que la lutte immémoriable entre l'ange et le démon se transmue jusqu'à nous donner l'impression qu'il faut, pour se grandir, prendre en pitié cet homme qui plusieurs fois se demande s'il est un monstre. Continuant de radicaliser son œuvre, La chair est plus vile encore dans L'exécution, publié en 1967, qui raconte les derniers jours d'un homme condamné par la médecine, homme qui mettra à profit ses ultimes instants pour tuer le président de la République. Oh, il n'y a presque rien de politique là-dedans. Pas de rancœur économique, pas de rancœur sociale. Il s'agit là d'un roman du pourrissement total, qui part d'un corps malade pour aller vers une nécrose absolue de la conscience. Il faut bien entendre cet incipit qui illustre le naufrage progressif de l'écriture et du thème de Gonnet. Je cite: « Ainsi que le fait une charogne sous le soleil, mon ventre mûrit, bleuâtre, verdissant, chargé de gaz. Je suis une charogne. Les mouches tout entiers me couvrent, me sucent, m'entrent dans les yeux. Le cri retentit, déchirant, insupportable, rayant la nuit comme un éclat de rire démoniaque, comme les dents d'une scie dans la pierre de taille, se répercutant dans la grotte marine des arbres à la chaleur étouffante, moite. Je veux fuir, mais les voix m'appellent et je dois avancer, me traîner jusqu'au lieu du sacrifice. Je ne puis échapper à mon destin. Voix des sirènes qui courent derrière moi et me traquent,
Voix de la meute dans le couloir où je me heurte aux aspérités rocheuses, lancé au grand galop, voix que je n'ai jamais cessé d'entendre et au concert desquelles j'aurais voulu mêler ma voix rauque, douloureuse, pour aboyer à mon tour, aboyer encore. Destin et charogne. Charogne d'avoir été et charogne en devenir. Voilà tout ce dont il sera question dans le dernier livre publié par Hubert Gonnet, Voyage au Stromland, en 1969. Nous atteignons dans cet ouvrage la quintessence de son écriture et de la dégradation de la chair, ce qui en fait un roman très ardu à lire, qui découragera beaucoup de lecteurs par son aridité et son absence de trame, par sa langue odieuse et son narrateur, qui se confond parfois avec l'auteur, obsédé. Charogne d'avoir été, car c'est un personnage et une langue à l'agonie que nous suivons, au dernier stade de son empoisonnement, dans le sillage de la trilogie de Samuel Beckett. Charogne en devenir, car cette langue et ce personnage veulent tout dévorer. Vie, monde, altérité. Les personnages se livrent à un véritable déchaînement de rage. Non pas de violence, mais bien de rage. Cette espèce de festin organique, d'occlusion de la raison qu'une sombre énergie entretient sans fin, ou jusqu'au dernier souffle du pénitent inversé. On ne sait jamais qui parle réellement. On pourrait croire à un condamné à mort, à un crucifié, à un malade, à un voyageur, à un écrivain, à un animal parfois, sans jamais pouvoir en être certain. Une chose est sûre cependant, c'est un nouveau mal d'aurore qui détruit, ravage, anéantit. Les indices sont partout. Dès la dédicace, à la mémoire d'Isidore Ducasse, comte de Lautréamont. Il n'y a pas jusqu'au nom et à la date de parution qui n'a pas été réfléchi. 1969 pour Voyage au Stromland. Soit 100 ans après la parution complète des Chants de Maldoror. Stromland n'est pas loin d'être l'électrique anagramme de Maldoror, bien sûr. Hubert Gonnet va jusqu'à réécrire mot à mot certains passages des chants, comme dans cette scène de pendu, de potence, où Ducasse écrit au 4e chant, je cite, « La peau du front était tellement tendue par le poids de la pendaison que son visage, condamné par la circonstance à l'absence de l'expression naturelle, ressemblait à la concrétion pierreuse d'un stalactite. Il est impossible que mon existence enfonce son prolongement au-delà des bornes d'une heure. Quelqu'un pour m'ouvrir la forge avec un caillou acéré ? Chaque mot était précédé, suivi de hurlements intenses. Je m'élançais du buisson derrière lequel j'étais abrité, et je me dirigeais vers le pantin où morceaux de lard attachés au plafond. » Et Gonnet écrit au 5e chapitre, je cite, « Je suis le stalactite condamné. Je me disloque, et il est impossible que le surnaturel rocher qui pend entre mes jambes cesse un jour de m'écarteler. J'attaperai le caillou acéré, et je le lancerai. C'est moi qui jetterai la première pierre, et avec adresse, j'atteindrai le crâne chauve qui s'ouvrira pour laisser couler le sang verdâtre des maudits. Puis je rentrerai chez moi, et je mangerai le morceau de lard suspendu depuis des semaines dans le piège à souris. » Il va même jusqu'à reprendre la confusion de genre féminin-masculin pour le mot stalactite. Oh, les références directes ou indirectes, les subtilités symboliques dissimulées doivent être légion, et nous serions bien avisés, nous autres lecteurs curieux, d'endosser la pelisse de Pelletier, de Morini, d'Espinoza ou de Norton, et de nous lancer sur les traces de cet Archimboldi aux antipodes de toute mythologie. Cet Archimboldi français, lui aussi marqué par le secret de l'existence, imitant ainsi Roberto Bolaño et son roman 2666. Que découvrirons-nous ? Bien malin qui saurait le dire.
Mais je crois qu'Hubert Gonesse s'attendait à cette redécouverte. Je crois qu'il avait misé sur une profanation comme nous sommes en train de la commettre, pour éveiller les consciences de notre siècle à la continuité infinie du mal littéraire, dans une époque où le roman s'orientait vers le minimalisme et l'autofiction. Il l'écrit d'ailleurs peu avant la fin du voyage. Je cite : « Mais ce que je puis affirmer, c'est que si le roman est un miroir, c'est un miroir bougrement déformant, où tout doit être analysé, interprété, repensé. Ce que personne, bien entendu, ne prend la peine de faire. Et que moi seul connais les clés, que je me suis souvent plu à perdre, de ce voyage au Stromland qui, sous un symbolisme constant, pourrait permettre à mon biographe futur, et non à l'imbécile et fragmentaire critique, de découvrir les aventures que l'obscurité du texte dissimule. » À force de recherche, j'ai fini par trouver l'acte de décès de l'auteur. Hubert Gonnet est né le 29 décembre 1924 à Sainte-Radegonde et mort le 12 décembre 1998 à Coupiac. Pour tout dire, et sans doute est-ce un hommage pathétique à mon travail, la commune de naissance du romancier n'existe plus. Dans le grand plan de regroupement des communes, la voilà avalée, digérée par une voisine plus grande. Violence bien naturelle de l'œuvre de l'auteur. Mais ce nom, cet étrange nom, reste dans ma mémoire. Un peu plus tard, je découvre un imposant arbre généalogique dont les racines remontent en 1486. Suivant le cours des branches, suivant les ramifications, de plus en plus variées, marchant doucement sur les plus jeunes, les plus fragiles, me voilà au début du XXe siècle, parmi une fratrie de 6 enfants, dont l'avant-dernier se nomme Hubert. Pas de date de naissance, pas de date de décès, mais le détail de sa descendance. J'hésite un moment avant de les contacter. Je rebrousse chemin, remonte à travers les âges, parcours les patronymes. Et voilà qu'un nom me frappe. Bien sûr, ça ne peut être que lui. La tante de cet Hubert Gonnet a pour second prénom Radegonde. Radegonde, comme le village de naissance d'Hubert Gonnet. Alors, j'écris aux petits-enfants, seuls descendants que je retrouve grâce aux réseaux sociaux. Nous devons avoir peu ou prou le même âge. Un matin, l'un d'eux m'écrit. Et effectivement, Hubert Gonnet était bien mon grand-père. Quelques heures plus tard, nous discutons par téléphone, et voilà qu'Hubert Gonnet revit. Non plus uniquement par son œuvre, mais aussi par le sang. Ce sang qu'il évoque si souvent dans ses œuvres, qui sont autant de torrents ardents, de magma vorace, d'ultime horizon. J'apprends diverses choses, mais les mémoires sont usées par les années, et l'écrivain peu loquace à propos de son œuvre. Même à ses enfants, il ne confiera que peu. Il finira par s'installer dans le sud-ouest pour devenir éleveur de chèvres, en 1970 environ. Mais cela n'explique profondément rien. Ma question principale, pourquoi arrêta-t-il d'écrire en 1969, à seulement 45 ans, après un texte aussi énigmatique et riche, demeure irrésolue. Cependant, j'apprends qu'il existe divers manuscrits, et voilà que leurs titres et leurs incipits me parviennent. Incroyable destin de l'œuvre, qui n'est pas sans rappeler celui de Pierre Molène, que nous avons évoqué dans l'épisode précédent. J'ai donc, sous les yeux, les textes inédits d'Hubert Gonnet. Il y a, je cite, « Les larves, foire d'empoigne, Béatrice ou le jeu d'échecs, une jolie guerre, sculpté n'est pas joué, parce que c'était toi. » Soit 6 romans au total,
qui, d'après ce que j'ai pu en lire, ont tous l'air d'être des inédits et dont je décèle, en fonction du style et de la verve, des périodes d'écriture différentes. Trésor du silence, trésor des cartons remisés, trésor de la langue française en combustion. J'ouvre alors les bibliographies des différents romans de Gonnet, et voilà que je découvre dans le roman L'Exécution 2 titres apparaître. Le sculpteur d'un côté, et une jolie guerre de l'autre. 2 titres dont nous avons les manuscrits. Je me saisis du voyage au Stromland, me souvenant que l'auteur évoque un livre à venir dans les notes, et voici ce qu'il en dit. Sur le point de disparaître, il me semble que je vais renaître. C'est maintenant le matin. Mais le miracle aura-t-il toujours lieu ? Qui peut m'en donner la certitude ? Un jour, au dernier moment, le fil infime qui me retient encore se brisera et je basculerai de l'autre côté. Celui d'où il est impossible de revenir. Tout sera fini. Et cela vaudra peut-être mieux. Outre l'étrange douceur de la phrase, dans le torrent lubrique qu'est Voyage au Stromland, douceur qui semble être celle de l'apaisement, ou au contraire celle de l'acte ultime, celui de la désintégration totale, c'est le titre du roman qui m'interpelle. L'autre côté. La mort ? Ou une métaphore de plus ? Comment pourrions-nous le savoir ? Aucun des manuscrits à notre disposition n'est ainsi nommé. Il faut bien t'abdiquer. Non sans regret. Alors je relis. Je relis encore le voyage au Stromland, pour tenter d'en percer un nouveau secret. Il me semble découvrir soudain quelque chose. Encore une fois grâce à un très lointain écho. À l'avant-dernière page du livre, il est écrit, je cite, « Dormez tranquille. Les cris de l'amour ne retentiront plus à travers la campagne comme lorsque, en quête d'une femme, n'ayant pas mangé depuis 3 jours ou plus, je courais. Cette insatiable casserole qui me suivait partout attachée à la queue, faisant des bonds prodigieux auprès desquels ceux des bottes de 7 lieues n'étaient que des bagatelles, des bonds de 7 fois 70 lieues, pour ne pas prendre mes jambes dans mon désir échevelé. Et les hommes se demandaient alors, pensifs, quelle était cette grande ombre de chat écorché, qui traînant, leur semblait-il, sa peau à sa suite, un instant leur cachait, comme un nuage d'orage, le soleil. Mes cris ne retentiront plus, féroces, et la cavalière pourra paisiblement jusqu'à 80 ans continuer sa promenade solitaire. La mention de la casserole. La mention de la casserole ne m'était pas inconnue. Et bien sûr, dans un manuscrit fourni par les ayants droit du Bergonnet, intitulé Les Larves, je lis cet incipit inédit. Puis-je encore, moi, dans ces ruelles, sous ce climat, tous ces objets de physionomie hors nature, tous ces objets qui n'ont aucun rapport avec mon ancien monde, je goûte étrangement la saveur amère et douce de l'exil, du nouvel exil. Cette peau, que je connais maintenant, ne m'appartient-elle pas plus que l'ancienne ? Comment le savoir ? Mon existence a toujours été semblable à un vêtement d'emprunt, difficile à porter, presque à ma taille, mais cependant avec une gêne aux entournures, sous les bras et aux genoux, avili par le long usage d'un autre corps, fait, déformé en chacun de ses plis, par ses petites manies, par ses tics, une sorte de déguisement. Comment là-dedans aurais-je pu me sentir à mon aise ? Je n'ai pas d'existence authentique. J'ai l'impression de me trouver en frac sur une plage, où chacun est en costume de bain,
ou en pyjama de soirée de gala à l'opéra. Je me sens nu, vulnérable. Je suis sans cesse comme si je venais de naître, de tomber de je ne sais quelle planète qui était le bonheur, dans un monde sordide et dur. Par quel crime ai-je mérité cette chute? Le saurais-je jamais? Le paradis, j'en ai obscurément conscience, est tout près derrière moi. Et cependant ma vie d'hier n'était pas plus heureuse que celle d'aujourd'hui. Je peux courir, fuir et me fuir. La casserole est solidement attachée à ma queue. Toujours quelques personnalités que j'assume. Je me retrouve homme, et c'est encore trop. Je voudrais changer d'espèce. Et je crois que nous tenons là la suite du voyage au Stromland. Je crois que nous tenons de l'autre côté du Bergonnet, et ce n'est sans doute qu'une fuite impossible de plus. Mais comment le savoir? Ne découvririons-nous pas un Maldoror repentant dans le cours des pages? Il nous faudrait désormais un éditeur courageux pour pouvoir continuer cette aventure sans lumière et sans lendemain.